François Durper, bonjour. Bonjour Renaud. Vous êtes historien et spécialiste des États-Unis. La présidentielle américaine va se clôturer dans quelques jours. Vous pensez que dans 5 ans ou dans 10 ans, on la regardera comment, cette campagne ? Probablement comme une campagne atypique. D'abord, on retiendra que le premier débat a effectivement été un débat historique parce que c'était the biggest, c'était le plus gros débat en termes d'audience de l'histoire du pays. 85 millions de gens l'ont regardé, donc il y a un intérêt certain pour cette campagne. Le record précédemment, c'était un peu plus de 80 millions, mais c'était en 1980, il n'y avait qu'un débat entre Ronald Reagan et Carter. Là, il y avait 3 débats, et donc ce sont des scores très importants. Qu'est-ce qui a intéressé les Américains ? Aussi l'opposition de style. Pour la première fois, la possibilité qu'une femme soit présidente de la République américaine. Il y a eu 44 présidents, aucune femme. Première femme qui représente un des 2 grands partis. Et puis, de l'autre côté, le phénomène Donald Trump, qui est le candidat républicain, mais à la surprise générale, un candidat atypique, qui dit « je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un homme politique », qui n'avait jamais été élu, qui n'est toujours pas élu, d'ailleurs, de rien du tout, ni maire, ni gouverneur, ni sénateur, ni représentant. Et cette campagne est atypique aussi parce que les 2 phénomènes dont on a beaucoup parlé, c'est Donald Trump, mais c'est aussi Bernie Sanders, qu'on a peut-être un peu oublié. 2 candidats qui étaient quand même anti-establishment. Oui, anti-establishment qui continue de l'être dans le cas de Donald Trump, puisqu'on voit qu'une partie de son problème pour cette dernière ligne droite, c'est le fait de ne pas avoir complètement l'establishment derrière lui, et notamment l'argent du Parti républicain qui va beaucoup dans les sénatoriales et dans l'élection au Congrès, les républicains se disant peut-être que le meilleur adversaire d'Hillary Clinton, ce sera le Congrès, ce ne sera pas notre candidat. Et puis du côté de Bernie Sanders, également cette distance. Justement, on va l'écouter, Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il nous disait en septembre 2015 ? Il était encore en lice. And the American people don't want more establishment politics or establishment economics. Ça, c'est la partie, j'allais dire, commune avec Donald Trump, c'est-à-dire l'anti-establishment. C'est-à-dire que, c'est aussi assez classique, j'allais dire, vous pouvez trouver des propos d'Obama en 2008 disant « moi, je ne suis pas du tout de l'establishment de Washington ». Donc, ça fait partie aussi de l'exercice d'une campagne de se démarquer de l'establishment, exactement. Mais quand même, c'est intéressant là, il y a de quelque voir chose, il y a quelque chose de mondial, la distance, la prise de distance par rapport aux institutions. Mais d'un point de vue américain, quand même, Donald Trump dit exactement la même chose. Oui. Regardez ce qu'il dit. Justement, par rapport au mouvement qu'il crée, il vise à remplacer un système politique corrompu et failli par un nouveau gouvernement contrôlé par vous, le peuple américain. On peut l'accuser de populisme, mais c'est exactement le même argument que Bernie Sanders. Alors, c'est le même argument. La question, c'est qu'on attend toujours les propositions institutionnelles de Donald Trump. Par quoi il remplacerait la Constitution américaine ? Vous savez, la Constitution américaine, c'est une cathédrale. Ils n'ont eu qu'une seule Constitution, les États-Unis, celle de 1787. Il y a la possibilité d'y ajouter des amendements, mais changer les institutions du pays, ce serait quand même un travail sans doute compliqué. Mais ça, c'est la partie, j'allais dire, commune des 2 hommes. Une prise de distance et qui, effectivement, dans l'élément de nouveauté, paye de plus en plus électoralement. Qu'est-ce que ça veut dire de la société américaine ? Ça veut dire qu'il y a une prise de distance. Il y a une rupture. Vous savez, les républicains, dans la primaire, parce que la différence, c'est que déjà Sanders n'a pas gagné du côté démocrate et Trump a gagné du côté républicain. Et les républicains ont été jusqu'au bout de leur choix, la base républicaine. C'est-à-dire, on dit, on ne vote pas pour celui qui aura le plus de chances de l'emporter. Ça, on l'a fait avec Mitt Romney, on l'a fait avec McCain, et en fait, ils ne l'ont pas emporté. Donc, on veut le changement, on veut quelqu'un de totalement différent, qui nous parle, qui a une manière de parler différente. Et effectivement, cette relation directe avec les gens, Donald Trump a su l'établir. Et justement, le 8 novembre, beaucoup d'Américains, et peut-être une partie du monde aussi, va pousser un ouf de soulagement si Hillary Clinton est élue, mais il y aura quand même, quoi qu'il arrive, 40%, 43%, 45% d'Américains qui auront voté pour Trump et qui sont en rupture totale avec ce que propose Hillary Clinton. Est-ce qu'une réconciliation est possible ? Alors, la question,
qui joue là, c'est qu'est-ce qui va se passer au sein du Parti républicain? Parce qu'on le voit bien, il y a une rupture effectivement entre les démocrates et les républicains, mais il y a surtout une rupture au sein du Parti républicain. C'est-à-dire qu'est-ce que ce Parti républicain va se dire? Est-ce qu'il va se dire, bon, on perd toutes les élections présidentielles, là, donc on ne veut pas être le candidat des élections intermédiaires. Ils ont gagné en 2010, vous vous souvenez, l'essor du Tea Party, mais on ne veut pas être le candidat de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui ramassent au bout de 2 ans les mécontents du président. Or là, on a eu un candidat du mécontentement. On a eu un candidat qui a dit, si vous êtes en colère, qui que vous soyez, vous soyez afro-américain, votre situation est affreuse, que vous soyez un blanc de la classe moyenne déclassée, la mondialisation vous a coûté cher, votez pour moi. C'est toutes les colères. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sera quand même très compliqué pour Hillary Clinton? Parce que il y a encore quelques jours, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez mettre la moitié des supporters de Trump dans ce que j'appelle le panier des déplorables. C'était le 9 septembre 2016. Elle s'en est excusée. Oui. Mais quand même, ça veut dire quelque chose. Elle ne respecte pas une partie de l'électorat. Il faut prendre l'ensemble de la séquence de Hillary Clinton. Et elle aurait pu se douter quand même que sa phrase allait être coupée. Donc c'est une vraie gaffe de sa part, qui a été éclipsée par son problème de santé. Donc c'est une chance, finalement, un mal pour un bien. Son problème de santé a éclipsé sa gaffe. Je pensais que la pneumonie était là pour éclipser cette Je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, c'est le résultat. Et elle a dit, en fait, il y a 2 parties. Il y a la moitié des électeurs de Trump qui sont des gens désespérés, à qui il faut s'adresser. En fait, c'était ça ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire, je veux récupérer la moitié de ces électeurs. Et en fait, évidemment, on a entendu que l'autre partie de la phrase, c'est-à-dire, et pour l'autre moitié, ce sont des deplorables, sexistes, racistes, etc. Donc, elle voulait dire qu'elle voulait récupérer la moitié des électeurs. On a entendu que pour elle, la moitié des électeurs étaient à jeter. Bon, c'est de bonne guerre. Elle aurait pu penser effectivement qu'on allait tronquer le propos. C'est l'exercice. C'est une vraie gaffe. Alors, ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, Donald Trump a aussi la partie dont elle parle. Les déplorables, ce sont qui? Ce sont des gens en colère. Alors, est-ce qu'ils sont sexistes, racistes? En tout cas, ils entendent de manière assez positive le message de Trump, le mur. Nous sommes dans une période de globalisation, je vous propose le mur. C'est une solution économique. Plus de libre-échange, la Chine, produits chinois, le mur. Solution économique, solution sécuritaire. Musulmans, le mur. Je ne veux pas de musulmans, bon, il a un petit peu changé son discours. Troisième chose, problème culturel, on devient complètement hispanique, etc. Mexique, le mur. Donc, qu'ont à proposer ceux qui ne proposent pas le mur? Hillary Clinton l'a fait à quelques moments de la campagne, en disant « moi je suis une candidate des passerelles, de la relation ». Il faut effectivement proposer des protections, certes des protections, mais il faut aussi dire en quoi avoir des relations avec le monde peut être bénéfique à toutes les sociétés. Ça a été peu dit dans la campagne d'Hillary Clinton, mais elle l'a dit souvent en réaction à Donald Trump. Notamment le moment peut-être le plus important de sa campagne, c'était le moment où elle a mis en avant les époux Khan. Vous savez, les époux de ce jeune Américain d'origine pakistanaise qui est mort en 2004 en Irak. Et là, donc, elle a réussi à incarner un patriotisme d'inclusion qui ne fait pas la guerre avec le monde, mais qui, en ayant des relations avec le monde, peut-être en corrigeant certains traités, arrive à proposer des solutions intelligentes et crédibles. C'était peut-être aussi une manière de réconcilier les différentes communautés aux États-Unis, une problématique où Trump n'a pas forcément brillé. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi là une responsabilité de Barack Obama sur ces 2 mandats, à savoir un président qui, pendant 8 ans, qui était élu sur un symbole, une promesse, un premier président noir, qui n'a pas réussi à réunifier cette Amérique. Regardez ce que disait Hillary Clinton il y a quelques jours dans le premier débat présidentiel. Race remains a significant challenge in our country. Unfortunately, race still determines too much. Often determines where people live, determines what kind of education in their public schools they can get, and yes, it determines how they're treated in the criminal justice system. Est-ce que vous voyez une responsabilité Obama ici? Non. Non, très clairement non. Qu'est-ce que ça voudrait dire que le président américain a une responsabilité directe dans quoi? Dans une dégradation des relations interraciales? D'abord, est-ce qu'il y a une dégradation des relations interraciales? C'est justement une question. Il y a ce discours-là, mais c'est le premier président noir de l'histoire du pays. Est-ce que par son attitude,
il a provoqué une dégradation des conditions interraciales. Ça voudrait dire, est-ce qu'un président blanc aurait mieux fait que Barack Obama sur ce sujet? Mais aucun militant afro-américain ne dit sur ça. cette question. Ah, c'est une autre chose. Dire qu'il est responsable d'une dégradation de la situation interraciale et dire qu'il a déçu parce qu'on attendait plus de lui, c'est deux choses différentes. Alors, si on veut faire le point, on peut dire quoi? On peut dire qu'il reste, on a eu, après la victoire de Barack Obama, l'idée que tout était apaisé, qu'on était dans une solution, dans une Amérique post-raciale, c'est-à-dire une Amérique où la couleur de peau n'a plus d'importance. Le rêve de Martin Luther King. Voilà, le symbole. Mais l'esclavage, c'est 250 ans. L'esclavage a duré plus que les États-Unis. C'est 1619. Il existait déjà quand les États-Unis sont nés. Et la Constitution américaine n'a pas aboli l'esclavage. 250 ans d'esclavage, 100 ans de ségrégation raciste. En 1968, je pense que certains de nos téléspectateurs étaient là en 1968, on ne pouvait pas se marier entre noirs et blancs aux États-Unis. Alors l'historien va quand même rétablir la longue durée en disant que sont on deux est encore mandats. dans le cycle normal de normalisation. Non, il y a le poids de l'histoire. Alors cela dit, en ayant dit cela, si vous voulez me faire dire que l'État fédéral n'a pas suffisamment accompagné et n'a pas été suffisamment volontariste pour que la situation s'améliore de manière forte, notamment dans les relations entre la communauté noire, la police et la justice, tout à fait. Surtout qu'on a une époque où maintenant il y a les smartphones pour absolument tout filmer, qui déclenchent des polémiques, et les réseaux sociaux. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 320 millions de témoins oculaires. Vous avez en quelques secondes dans la toutes les bavures possibilité, policières, ça a forcément joué. Tout à fait. Alors attention, c'est pas si ancien. Vous allez dire, l'historien est pénible, il nous renvoie tout le temps sur les Black Panthers dans les années 80, 70 même, et fin des années 60, faisaient déjà ça. Ils allaient accompagner, dès qu'ils voyaient des policiers intervenir, eh bien ils filmaient les interpellations. C'est déjà, mais évidemment, c'est pas l'ère des réseaux sociaux. Le hashtag Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, c'est évidemment un mouvement qui restera 2013, et ça restera évidemment une tâche dans les deux mandats de Barack Obama. Mais de dire qu'il y a un lien de cause à effet entre l'élection d'un président noir qui aurait mis de l'huile sur le feu, il n'a jamais tenu Parfois, de les propos. symboles peuvent déclencher comme ça des apaisements. Mais il n'a jamais... Quelque part, on peut dire que c'est paradoxal que toutes ces bavures policières, toutes ces personnes de couleur noire qui ont été abattues par la police l'ont été, alors que le président de la République était noir. Il y a un symbole qui aurait pu bien sûr, marcher. Mais est-ce que ça veut dire que... D'abord, ça ne veut pas dire qu'à l'époque de George W. Bush ou à l'époque de Bill Clinton, où il n'y avait pas les mêmes phénomènes qui se produisaient. Pour le filmer, évidemment, il y a ce phénomène de réseau social qui est important. Et là où vous avez raison, c'est que l'élection de ce président a peut-être mis en avant le fait qu'on ne pouvait plus avoir ce type d'injustice, ce n'était plus possible. Donc on a été mettre le regard bien légitimement vers les poches de la société américaine où les problèmes demeurent. Est-ce que ça veut dire que les problèmes sont partout? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il n'y a pas eu l'émergence d'une classe moyenne noire aux États-Unis? Non, il y a une classe moyenne noire. Vous allez aux États-Unis, les gens voient la classe moyenne noire. Vous n'avez même pas besoin d'être un chercheur. Il suffit empiriquement de constater que vous avez des avocats noirs, des professeurs noirs. Vous avez cette intégration des Afro-Américains dans la société. Mais vous avez encore des problèmes. Vous avez un taux de chômage 2 fois supérieur au taux de chômage de la communauté blanche. Voilà, il y a des problèmes qui font que cette société n'est encore pas une société post-raciale, et aussi parce qu'il faut introduire la longue durée dans l'histoire de nos sociétés. Merci beaucoup, François Durper, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil en tout cas.